Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 31 janvier et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Des effets très forts de contre-coup, la fin des JO a été douloureuse pour l'économie française, à lire sur BFM TV. Le U dévoile une initiative pour rendre le bloc plus compétitif face aux USA et à la Chine, à lire sur Fashion Network. La durabilité, un bon aiguillon pour infléchir son business model, à lire sur e-commerce mag. Lacoste vise le marché américain pour atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, à lire sur Fashion United. Et enfin, Weldom, une stratégie hybride entre local et global, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la semaine. Un commerce en mutation entre digitalisation et retour au magasin. La consommation des Français connaît une légère hausse en 2024, plus 3,3%, portée par le e-commerce qui progresse de 7,4%, soit 4 fois plus vite que les ventes en magasin physique, plus 1,7%. Ce dynamisme est principalement dû aux plus de 55 ans qui adoptent massivement le digital avec une augmentation notable des dépenses en streaming musical et en mode en ligne. Cependant, loin de signer la fin du commerce physique, les magasins traditionnels retrouvent une place centrale. Dans le secteur de la mode, la fréquentation des boutiques a rebondi au second semestre, malgré la concurrence accrue de la fast fashion. Cette évolution témoigne d'une complémentarité croissante entre commerce en ligne et commerce de proximité. Chine et Temu, la domination chinoise et les tensions concurrentielles. Chine est devenue en 2024 l'enseigne où les Français ont le plus dépensé, détrônant Vinted, jusque-là leader des achats de seconde main. L'ascension fulgurante de Chine, plus 58% des ventes, et de Temu, plus 178%, met en évidence l'attrait des consommateurs pour les petits prix. Mais cette montée en puissance suscite des inquiétudes. La Poste révèle que ces plateformes représentent désormais 22% des colis traités en France, dépassant même Amazon. Face à ce phénomène, l'Alliance du commerce tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce une concurrence déloyale et réclame la suppression de l'exonération des droits de douane pour les commandes de moins de 150 € qui favorise ces géants asiatiques au détriment des enseignes européennes. Le bio et la seconde main, une reprise conditionnée au prix. Après plusieurs années de crise, le marché du bio devrait renouer avec la croissance en 2026, selon une étude Xerfi. Le développement de plateformes spécialisées et une offre orientée vers les petits prix seront les principaux leviers de ce redressement. Toutefois, le secteur fait face à une concurrence accrue de la grande distribution qui a réduit de 25% son offre bio en volume. Dans le même temps, la seconde main poursuit son essor. Fnac Darty, qui a investi massivement dans la revente et le reconditionnement de produits électroniques, enregistre une croissance à 2 chiffres dans ce segment. King Jouet, de son côté, multiplie les initiatives pour valoriser les jouets d'occasion, témoignant d'une mutation durable des habitudes de consommation.
Industrie et stratégie européenne, une réponse aux défis américains et chinois. L'Union européenne cherche à regagner en compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. La Commission européenne a dévoilé une série de mesures, incluant une réduction de 25% des exigences réglementaires pour les entreprises et un pacte pour une industrie propre. Ce plan vise à aider les secteurs à forte consommation d'énergie à se décarboniser et à stimuler l'innovation dans les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, certaines entreprises françaises ajustent leur stratégie. Lacoste ambitionne de doubler ses ventes aux États-Unis et d'ouvrir des magasins emblématiques, tandis qu'Arthus Bertrand se tourne vers l'Asie pour développer son offre de bijoux. Weldom, acteur du bricolage, mise quant à lui sur une hybridation entre local et global en adaptant ses magasins aux spécificités territoriales. Le moral des ménages et l'impact des Jeux Olympiques. Après 3 mois de repli, la confiance des ménages français rebondit en janvier 2025. La perception de la situation financière personnelle s'améliore, tout comme la capacité d'épargne. Cependant, l'effet des JO sur l'économie française s'est avéré temporaire. Si le 3e trimestre a connu un pic de consommation, le PIB a reculé de 0,1% au dernier trimestre, marqué par un ralentissement des dépenses en services et une chute des exportations liées à l'événement. Cybersécurité et données personnelles, un enjeu stratégique. La CNIL et l'ANSSI alertent sur une hausse préoccupante des violations de données personnelles. Plus 20% en un an, les cyberattaques se multiplient, mettant sous pression entreprises et institutions publiques. Parallèlement, la monétisation des données personnelles devient un sujet brûlant. L'application Joko, qui analyse les transactions bancaires anonymisées de 700 000 utilisateurs, soulève des interrogations sur l'exploitation des données et l'équité entre consommateurs et enseignes. Des effets très forts de contre-coup, la fin des JO a été douloureuse pour l'économie française, à lire sur bfmtv.com en date du 30 janvier. Le dernier trimestre de l'année a été marqué par un recul du PIB, une première depuis 3 ans. L'effet positif de Paris 2024 sur l'économie a été très sensible sur la période estivale, mais c'est rapidement estompé. Ce n'est pas une récession, mais c'est tout de même une petite alerte. L'économie française s'est contractée de 0,1% au 4e trimestre par rapport aux 3 mois précédents, une première depuis près de 3 ans. Il faut en effet remonter au premier trimestre 2022 pour retrouver trace d'une évolution négative du PIB en France. Depuis lors, malgré la crise inflationniste, la consommation en berne, le bâtiment à l'arrêt, l'instabilité politique ou les chocs internationaux, l'économie française avait continué quinquant à progresser jusqu'à ce dernier trimestre 2024. Donc, les causes de ce recul sont à chercher du côté de la base de comparaison. L'évolution trimestrielle du PIB donnée par l'INSEE par rapport à la période précédente, le 3e trimestre 2024 ici, et nous en comparaison avec le même trimestre un an plus tôt, auquel cas la France reste en croissance. Sur l'ensemble de l'année, grâce à son acquis de croissance, le PIB français a progressé de 1,1% selon l'INSEE, une situation bien plus enviable au passage que celle de l'Allemagne, qui vient d'achever sa 2e année consécutive de récession. Si le PIB a reculé au dernier trimestre, qui est en général une période plutôt propice pour l'économie grâce à la consommation des ménages, c'est que le 3e trimestre avait été dopé par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a eu un effet très fort de contre-coup des JO, a commenté Maxime Darmet, économiste chez Allianz, interrogé par l'AFP. Entre octobre et décembre, le PIB a été marqué par le ralentissement de la consommation des ménages, plus 0,4 après plus 0,6%, notamment en services, alors que celle-ci avait soutenu la hausse de 0,4% du PIB observée
au troisième trimestre. En effet, particulièrement flagrant dans les produits de grande consommation. Après 3 ans de baisse en volume, les ventes avaient rebondi cet été. Selon Circana, la croissance avait atteint 2,7% durant les 2 semaines estivales des JO par rapport à la même période un an plus tôt. À Paris, elle a même été de 6,7%. Boissons sans alcool, bière, snacking, glace ont connu cet été des croissances à 2 chiffres. Billetterie, droits télé dopés pendant les JO à Paris, l'afflux de visiteurs étrangers s'est par exemple traduit par un regain d'activité très important, illustré notamment par une hausse de 14% des retraits de billets de banque aux distributeurs en juillet et août, selon les données de la Banque de France. La production de services marchands a globalement très nettement ralenti au dernier trimestre, selon l'INSEE, passant d'une croissance de 0,7 à un petit 0,1%, une chute bien marquée dans ce que l'Institut de statistique nomme les services aux ménages, moins 5,7% après plus 7,2%. Ce recul très important et surtout un retour à la normale. Cette activité avait été notamment dopée par la billetterie de l'événement olympique. Même constat avec les exportations de services de communication en retrait de 8% après un bond de près de 10% entre juillet et septembre. Ce secteur d'activité avait bénéficié à plein de la parenthèse olympique avec la vente des droits de diffusion audiovisuelle des JO. Finalement, le recul du PIB au 4e trimestre est davantage un retour à la normale après une période exceptionnelle qu'un véritable accident. Pour autant, l'euphorie olympique française semble ne pas avoir eu d'effet positif sur l'économie au-delà du mois de septembre. L'instabilité politique, les menaces de hausse d'impôts et un effet encore peu visible de la désinflation se sont traduits par une consommation atone en fin d'année et des projets d'investissement gelés, d'où ce moins 0,1% de croissance quand le consensus des analystes s'attendait à un modeste 0%. L'UE dévoile une initiative pour rendre le bloc plus compétitif face aux USA et à la Chine, à lire sur fashionnetworks.com en date du 29 janvier. La Commission européenne a dévoilé mercredi une stratégie visant à inverser le déclin industriel de l'Union européenne et à intensifier les efforts pour rendre le bloc compétitif face aux États-Unis et la Chine dans des domaines tels que l'intelligence artificielle ainsi qu'à réduire les coûts énergétiques et la bureaucratie. Cette initiative est dévoilée alors que plusieurs membres du bloc, dont la France, font pression sur l'UE pour que l'UE simplifie les réglementations du secteur des affaires et assouplisse sa législation sur le climat récemment adoptée, d'autant qu'elle affronte désormais de nouveaux défis avec une nouvelle administration du président Donald Trump. La boussole pour la compétitivité présente les mesures législatives et les initiatives que l'exécutif européen entend prendre au cours des 2 prochaines années dans des secteurs historiques tels que l'acier et l'automobile, ainsi que dans les nouvelles technologies, notamment les biotechnologies et l'informatique quantique. Si l'Europe accepte un déclin économique géré et progressif, elle se condamne à une lente agonie, prévient le document, faisant écho aux recommandations de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, dont le rapport sur la compétitivité de l'Europe, publié l'année dernière, est l'un des fondements de l'initiative. Parmi la série de mesures prévues, Bruxelles présentera le 26 février prochain son pacte pour une industrie propre, un plan pluriannuel visant à aider les industries à forte consommation d'énergie à se décarboniser et à stimuler la production de technologies propres accompagnées d'idées visant à stimuler l'approvisionnement en énergie abordable. Le même jour, l'exécutif européen dévoilera également des plans visant à réduire les exigences des entreprises en matière d'information en mettant l'accent sur les rapports des grandes entreprises, sur le développement durable, le devoir de vigilance des entreprises et le système définissant
quels investissements peuvent être qualifiés de respectueux du climat. La Commission précise qu'il s'agit du premier d'une série de mesures de simplification visant à réduire de 25% les exigences des entreprises en matière de rapport et d'au moins de 35% pour les petites entreprises, ce qui permettra de réduire les coûts de 37,5 milliards d'euros en 5 ans. Plus de coordination et d'intégration. La feuille de route présentée mercredi comprend également une proposition visant à introduire une préférence européenne pour les marchés publics ainsi qu'une mesure visant à coordonner les politiques nationales en matière d'infrastructures énergétiques tels que les réseaux électriques et le stockage. L'exécutif de l'UE pourrait également jouer un rôle de coordination similaire dans l'investissement et la mise en place d'infrastructures numériques et l'utilisation de l'intelligence artificielle, ainsi que dans la fabrication de médicaments essentiels. D'autres mesures incluent un régime juridique spécial pour les entreprises innovantes afin qu'elles puissent mieux profiter du marché unique et de l'accès au financement, l'achat en commun par l'UE de matières premières essentielles et la création d'un marché unique européen intégré pour l'industrie de la défense. Bruxelles est confrontée à un environnement commercial de plus en plus incertain. Le président américain Donald Trump s'étant engagé à réduire les règles applicables aux entreprises américaines et ayant menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les exportations de l'UE vers les États-Unis. La semaine dernière, la France a proposé de retarder sine die une nouvelle directive de l'UE sur le devoir de vigilance des entreprises et de retarder de 2 ans la directive sur les informations de durabilité des entreprises. La Commission prévoit également d'entamer jeudi un dialogue stratégique avec l'industrie automobile européenne qui est très mécontente des objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour 2025 et des amendes possibles en cas de non-respect. Nous identifierons les solutions immédiates pour préserver la capacité d'investissement de l'industrie en examinant les flexibilités possibles pour s'assurer que notre industrie reste compétitive sans réduire l'ambition globale des objectifs de 2025, dit le document de la Commission. La durabilité, un bon aiguillon pour infléchir son business model, à lire sur e-commercemag.fr en date du 30 janvier. Une fois le constat posé que leur offre doit évoluer en devenant plus soutenable et plus responsable, les enseignes doivent faire de cette ambition une réalité sur le terrain, un exercice dont la réussite va souvent de pair avec des fondamentaux opérationnels solides. À l'approche des fêtes de fin d'année traditionnelles peak season pour les retailers off et online, un chiffre retient l'attention. Un Français sur 2 envisage d'offrir des cadeaux d'occasion reconditionnés. Depuis 2020, cette pratique s'inscrit nettement en hausse, nous apprend le baromètre de Noël 2024 réalisé par Rakuten France avec Ipsos. La seconde main s'impose de façon croissante chez les consommateurs désireux de réconcilier des budgets écornés par l'inflation et le souhait d'abaisser leur impact individuel sur l'environnement. En parallèle, la production législative via des instruments comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, en 2020 a incité les retailers à adopter des pratiques plus vertueuses afin de réduire leur empreinte environnementale. Plus récemment, une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été adoptée le 14 mars par l'Assemblée nationale. Ce texte est en cours de première lecture au Sénat. Une opportunité de diversification et de croissance face à cette double contrainte sociétale et légale. De nombreuses enseignes ont donc revu et adapté leur stratégie. En conséquence,
Nous nous intéressons au sujet de la seconde vie depuis 2019, retrace Martin Onos, directeur des activités services et seconde vie de Fnac Darty, qui a créé une business unit dédiée à la seconde vie cette année-là. À l'époque, nous réfléchissions aux moyens de revaloriser l'ensemble des produits neufs non vendables. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en revalorisant des produits qui ne font pas nécessairement partie de nos flux internes. Nous reprenons des produits à des clients et nous travaillons avec des partenaires pour acheter des produits reconditionnés. Le champ des possibles qui s'offre au groupe est de fait très large. L'exemple de la téléphonie est parlant. Quasiment un portable sur 5 vendu en France l'an passé était un appareil reconditionné. Or, plusieurs dizaines de milliers de téléphones portables dorment dans les tiroirs français, souligne Martin Onos. Les résultats suivent en 2023. Les volumes revendus sous les marques Fnac Seconde Vie et Darty Seconde Vie ont bénéficié d'une croissance à 2 chiffres, plus 30% par rapport à 2022. Cette activité a généré 120 millions d'euros de volume d'affaires en 2023. Rapporté au CA global du groupe de près de 8 milliards, c'est peu, mais c'est en forte croissance. L'entreprise a désormais 3 ateliers dédiés à la seconde vie. La précision d'identification des produits combinée à l'existence d'une chaîne logistique inversée robuste permet à l'enseigne d'orienter les produits entre recyclage, dons à des associations ou reconditionnement. Mais il y a encore beaucoup à faire pour fluidifier la logistique, l'approvisionnement des magasins et le stockage des produits. L'électroménager, par exemple, est plus compliqué à reconditionner. La logistique est aussi plus délicate, reconnaît Martin Onos. Fnac Darty a également développé une offre de services de réparation sur abonnement, Darty Max, qui a permis en 2023 de réparer plus de 2,5 millions d'appareils de petits et gros électroménagers, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie. King Jouet fait aussi figure de précurseur en matière d'achat et revente de jouets d'occasion. En 2022, la chaîne a lancé des magasins King Occasion. Depuis, l'enseigne a repassé ses 10 magasins King Occasion sous l'enseigne King Jouet, mais avec un espace dédié sous signalétique King Occasion à l'intérieur. Et cette offre a été étendue aux 30 magasins au cours de l'été dernier. L'occasion de se réinventer et de cultiver un lien différent avec la clientèle en permettant à nos clients petits et grands de comparer jouets neufs et jouets d'occasion. Nous redonnons toute leur valeur à ces derniers. Prenons l'exemple d'un jeu de société. La différence est minime puisque nous avons encore la boîte, la notice et l'ensemble des pions. Le consommateur peut espérer aussi un prix plus avantageux, en général inférieur de 30% à celui de la version neuve, fait remarquer Coralie Guédon, responsable RSE du distributeur. Du 16 au 27 octobre, King Jouet a opéré une grande collecte nationale pour inciter les consommateurs à rapporter leurs anciens jouets en vue de leur recyclage ou réemploi dans les 300 magasins que l'enseigne compte dans l'Hexagone. Pour chaque jouet rapporté, dans la limite de 3 par foyer, les consommateurs ont reçu en contrepartie un bon d'achat de 5 €. Les clients financent ainsi à moindre coût leur cadeau de Noël, tandis que King Jouet agit davantage en faveur de la planète et ajoute des cordes à son arc. Notre métier initial consiste à vendre des produits neufs. Là, nous rachetons des jouets à nos clients et mettons en œuvre de nouveaux process. La plupart de ces étapes sont encore manuelles, nous devons les optimiser pour pouvoir continuer à déployer ce concept, déclare Coralie Guédon. King Jouet travaille aussi sur son sourcing. Ses acheteurs sont notamment chargés de trouver des fournisseurs dont les jouets éco-conçus ne sont pas encore distribués sur le marché national. En parallèle, le retailer collabore avec ses fournisseurs traditionnels pour développer une offre plus responsable. Enfin, fin 2023, King Jouet a d'ailleurs lancé son Jouet Score, un label propriétaire permettant d'évaluer l'éco-responsabilité des jouets selon les matériaux dans lesquels ils sont fabriqués, leur packaging ou absence de packaging et leur origine. Dans le catalogue Noël 2024 de l'enseigne, il figure
sur 300 jouets bénéficiant d'un score de 3 ou plus sur une échelle maximum de 5. Nous travaillons aussi conjointement avec Ecomaison, l'organisme mandaté par l'État pour s'occuper de la filière de collecte et de recyclage des jouets en France. Nous pouvons ainsi savoir quels matériaux sont plus ou moins bien recyclés. C'est un point très important pour nous, conclut la responsable RSE. Lacoste vise le marché américain pour atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros à lire sur fashionunited.fr en date du 28 janvier. La marque française de vêtements de sport Lacoste semble vouloir intensifier sa présence sur le marché américain avec pour objectif, selon son PDG Thierry Guibert, d'atteindre 4 milliards d'euros de ventes annuelles. Dans une interview accordée au Financial Times, Guibert a indiqué qu'il visait à doubler les ventes de Lacoste aux États-Unis, actuellement estimées à 400 millions d'euros. Pour y parvenir, la société prévoit d'ouvrir de nouveaux magasins, notamment sur la célèbre Fifth Avenue à New York, et de lancer des concessions dans plusieurs grands détaillants. S'adressant à la publication, Guibert a déclaré: les États-Unis sont le plus grand marché mondial des articles de sport et de sneakers. C'est pourquoi nous avons une stratégie très agressive pour les prochaines années. De plus, le tennis et le golf, dans lesquels nous avons une forte légitimité, redeviennent très tendance aux États-Unis. L'année dernière, alors que Lacoste testait divers marchés de détail, l'entreprise a enregistré une augmentation de 8% de son chiffre d'affaires, atteignant environ 3 milliards d'euros. Guibert estime que la marque peut maintenir un taux de croissance de 5 à 10% en fonction des conditions du marché, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre les 4 milliards d'euros dans les années à venir. En plus de reprendre le contrôle de ses licences pour les chaussures, les articles en cuir et les sous-vêtements, Guibert perçoit également des opportunités dans l'industrie hôtelière, car les consommateurs semblent privilégier les expériences aux biens matériels. Il a ajouté à l'avenir: je peux imaginer un hôtel Lacoste qui se concentrerait sur le sport et le bien-être. Je pense que c'est un domaine où nous avons vraiment beaucoup de potentiel. Weldom, une stratégie hybride entre local et global, à lire sur republicretail.fr en date du 28 janvier. Dans un secteur du bricolage en perte de vitesse, Weldom parvient à tirer son épingle du jeu grâce à 300 magasins, des formats modulables et une logistique optimisée, s'adaptant aux besoins d'un marché en transformation. Explication. Dans un secteur du bricolage qui marque le pas avec la crise de l'immobilier et ses impacts économiques, Weldom poursuit sa trajectoire et continue de performer via son modèle singulier. L'enseigne, qui vient de passer le cap des 300 magasins sous enseigne, incarne une vision hybride, celle de l'alliance entre la puissance d'un groupe international, ADO, et l'agilité d'un réseau ancré dans les territoires. En 2024, l'enseigne a réalisé un volume d'affaires de 1,8 milliard d'euros, en hausse de 2%, dont 1,3 milliard provenant des 300 points de vente sous enseigne. Le réseau Club Partenaire, qui regroupe 493 magasins affiliés, a quant à lui généré 471 millions d'euros. Un réseau qui mise sur la modularité à chaque ouverture. Weldom adapte le point de vente à son environnement, qu'il s'agisse de zones rurales, périurbaines ou urbaines. Cette approche modulable se traduit notamment par deux formats clés. D'abord, le concept C9, lancé en 2021, qui repense l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Nous avons défini 5 typologies de magasins pour répondre aux besoins locaux, explique Éric Béchu, directeur général de l'enseigne. À Bordeaux Centre-Ville, par exemple, avec ses 800 mètres carrés, nous privilégions les besoins citadins, jardinage de balcons, outils légers, vélos et mobilité urbaine.
A l'inverse, un magasin comme celui d'Aurillac répond à des attentes plus rurales avec une offre plus technique. Le passage au concept C9 s'accompagne d'un investissement moyen de 200 € par mètre carré selon l'état initial du magasin. Aujourd'hui, plus de la moitié des magasins Weldom ont adopté ce concept et 40 à 60 points de vente supplémentaires devraient suivre en 2025. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les magasins au concept C9 enregistrent une croissance de 4 à 5% contre 0,1 à 0,5 pour les autres. Chaque ouverture est une opportunité de progresser. Nous apprenons de chaque itération pour améliorer les magasins existants. Les retours d'expérience d'Angers ou de Mulhouse, par exemple, nous permettent de les moderniser pour mieux répondre aux attentes actuelles. Notre ambition est d'atteindre 80% de magasins sous ce concept d'ici fin 2026. Ensuite, le format Weldom Contact, lancé l'an dernier, une véritable pépinière pour les franchisés débutants ou les zones à faible densité. Ce format allégé, adapté aux petites surfaces de moins de 400 mètres carrés, compte aujourd'hui 7 unités. C'est une façon d'aider des entrepreneurs à se lancer tout en testant des zones de chalandise plus risquées. Nous leur offrons un premier pied dans la franchise avec un modèle allégé, précise Eric Béchu. Une stratégie hybride entre local et global. Weldom appartient au groupe ADO, leader européen du bricolage et deuxième acteur mondial. Cette appartenance lui donne accès à des ressources stratégiques, des marques de distributeurs, baptisées marques des habitants, qui représentent 35% du chiffre d'affaires et devraient atteindre 40% d'ici 2027. Cette année, nous intégrerons près de 5000 nouvelles références à notre catalogue, qui en compte environ 25 000, se félicite Eric Béchu. La logistique, cœur du modèle serviciel, a été modernisée grâce à un investissement de 110 millions d'euros depuis 2017. La finalisation en 2025 de cette transformation repose sur 4 sites logistiques, dont le hub central de Breuil-le-Sec, 140 000 m². Ce système nous permet de livrer plus de 90% des références à l'unité partout en France, ce qui aide nos adhérents à mieux gérer leur trésorerie, souligne Eric Béchu. Cette flexibilité permet à Weldom de répondre précisément aux attentes de ses franchisés et de leurs clients, mais aussi de gérer les commandes en ligne du cousin Leroy Merlin. Nos franchisés, 90% du parc, sont nos premiers atouts. Ils connaissent leur territoire mieux que quiconque et savent répondre aux attentes spécifiques des clients, insiste Eric Béchu. Notre rôle est de leur offrir les outils et les services qui permettent de se concentrer sur leur métier. Les grands partenaires jouent également un rôle stratégique. Ces acteurs qui doivent gérer au moins 5 magasins et réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 15 millions d'euros hors taxes génèrent 30% du chiffre d'affaires global. Notre modèle repose sur une dynamique locale forte et une capacité à mobiliser ses partenaires pour élargir notre portée. Les centres-villes, un laboratoire d'innovation. L'une des grandes réussites de Weldom réside dans son implantation récente en centre-ville, un territoire encore peu investi par le bricolage. À Bordeaux, Rennes ou Angers, les magasins Weldom s'imposent comme des références locales en proposant des services innovants et une offre adaptée. Nous avons même intégré des services comme la livraison par triporteur, la location d'outils ou des ateliers de bricolage. Avec 7 magasins urbains à ce jour, Weldom ambitionne de renforcer sa présence dans les grandes villes. Après une expérience non concluante à Paris, Secrétan, l'enseigne prévoit un retour dans la capitale dès cette année. Une dizaine de projets urbains sont déjà en cours, confie le dirigeant. Ces magasins, souvent plus petits que ceux en périphérie, deviennent des laboratoires pour tester de nouvelles pratiques commerciales. Nous apprenons énormément de ces expériences et cela influence ensuite les évolutions dans tout le réseau.
Digital et proximité, une alchimie délicate dans un marché où le digital prend de plus en plus d'importance. Weldom mise sur une approche pragmatique. Aujourd'hui, le digital représente environ 1% de son chiffre d'affaires, principalement via le click and collect ou la réservation en ligne. L'enjeu est d'utiliser le digital pour renforcer la relation client, pas pour la remplacer, précise-t-il. Des objectifs toujours ambitieux. En 2024, Weldom a ouvert 33 nouveaux magasins, dont 25% étaient des créations, 25% des ralliements et 50% des bascules. L'objectif pour 2025 est d'ajouter 30 points de vente supplémentaires avec une ambition claire, atteindre 400 magasins sous enseigne et 1000 points de contact d'ici 2027. On en est à 793 à date, avec des partenariats en cours qui pourraient accélérer cette dynamique. Nous devons aussi repenser notre rôle, être plus que des vendeurs d'articles de bricolage en offrant des services au quotidien et en jouant un rôle sociétal, conclut Éric Béchu. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.